Le Campus Sport Club, tous les mardis soirs, 23h minuit, sur Radio Campus Lille. Eh bien, le bonsoir, mesdames et messieurs, c'est Adrien Fedeli. On se retrouve pour une nouvelle émission du Campus Sport Club, l'émission 100% sport de Radio Campus. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec l'ami Yann juste avant de Chrysanthème. Nous, on est ensemble pour parler de sport jusque minuit, comme tous les mardis soirs, avec autour de moi ce soir en studio, à ma gauche déjà, il mesure, j'ai pas ses dimensions, pour un poids de inconnu, dans le coin bleu, Guillaume, comment tu vas? Très belle présentation, merci Adrien, ça va. Tu m'as pas dans ta fiche de candidature en début d'année, tu m'as pas envoyé tes mensurations. Comment tu veux après que je m'en sorte pour l'année prochaine? Mais non, très heureux d'être là. C'est la première fois que je suis il y a si peu de chroniqueurs autour de la table. Pour toi? Pour moi, ouais. Oui. Mais toi, j'ai l'impression que t'as l'habitude là, depuis ces dernières semaines. Des fois, on bricole. Que veux-tu? Moi, en tout cas, il y a différentes raisons personnelles, étudiantes, etc. Il y a pas de souci. Du moment que j'arrive à faire venir du monde pour prendre du plaisir et parler sport, c'est le plus important dans tout ça. Face à toi, c'est le taulier, la moustache la plus alléchante de tout le, je vais dire le paf, mais non. Non, pas encore. Mais ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder pour commenter des soirées endiablées de basket prochainement sur votre écran. Mathis, comment tu vas? Ça va très bien, Adrien, effectivement, on est deux, mais bon, pour le coup, moi la dernière fois que j'étais venu, c'était la même chose, donc habitué. Commence à avoir l'habitude. Alors sache que quand tu es venu, c'était même pas prévu que je vienne en plus, donc on était deux et tu t'es invité. USD. Ouais, bien sûr. C'est ça. Non, mais je croyais que tu pour faire le troisième larron un petit peu au dernier moment. Tu vois, Guillaume, comme quoi. Mais avec Jean, on a passé un très très bon moment à deux. Mathis, il m'envoie un petit SMS, il me dit, écoute, je sors du stade, mais en fait, je suis à côté. Je lui dis, oui, en fait, viens. Parce qu'à la base, c'était un duplex qui était prévu, mais bon. Oui, aussi, pourquoi s'embêter? Il y a 5 minutes à pied à faire. Moi, j'espère que ça t'avait fait plaisir, en tout cas. Ah, bien sûr, bien sûr. Et toi, ça va? Ça m'a fait super plaisir. Merci, oui, et c'est rare qu'on me pose des questions. Ah, c'est la première fois, ouais. T'as vu, hein? C'est sort des premières. Mais j'ai pris cette habitude-là de m'effacer. Comme après, faire briller les autres. Après, j'ouvre quand même beaucoup ma gueule pour dire les termes, donc y a pas de souci là-dessus et ça va plutôt très bien. Soirée chargée quand même, mais on fait aller. Et il y a de quoi dire, il y a de quoi faire avec tout de suite, évidemment, pour démarrer cette émission du Campus Sport Club, les résultats. Assez de flashcore ou du site L'équipe, ça tombe bien, c'est ma chronique, les résultats dans le Campus Sport Club. On a tous un grand sourire. Ouais, Guillaume, dis-leur avec ta chronique, comme tu le dis si bien. Dis-nous tout sur les résultats de la soirée, de la veille, du week-end. Même pour certains, il y a de quoi dire. Ouais, c'est ça. Tout d'abord, on va commencer par du football. Ça, on va être original. Avec ce mardi, le match en retard de la 29e journée de Ligue 1 entre le FC Nantes et le Paris Saint-Germain. Un but partout entre les deux équipes. Le Paris Saint-Germain avait ouvert le score par Vitinha à la 33e minute et Nantes a égalisé dans les dernières minutes du match. Un partout donc. Le PSG, on rappelle, est déjà champion de France et largement en tête de la Ligue 1. Le FC Nantes, de son côté, est 14e avec 31 points. Il y avait les résultats de la 30e journée de Ligue 1 qui avait lieu ce week-end. On note 7 victoires à domicile sur les 9 rencontres. On peut notamment mettre en avant la victoire de Marseille qui se reprend à 5-1. Victoire contre la Lanterne Rouge Montpellier avec des buts notamment de l'anglais Mason Greenwood, de son compatriote Jonathan Rowe et de l'international français Adrien Rabiot. L'OM remonte donc à la 2e place du classement avec 55 points. Les équipes du nord de la France aussi. Lille qui a gagné 3-1 contre Auxerre grâce notamment à un doublé de l'attaquant canadien Jonathan David. Les Lillois sont 4e avec 53 points. Et le RC Lens qui enchaîne sa bonne série avec une victoire, la 4e en 5 matchs
3-1 sur le terrain de Brest. Les joueurs de Will Steele comptent 45 points à 6 points de la 6e place qui est qualificative pour la Conference League. Enfin, un mot quand même de l'affiche de ce week-end. Saint-Etienne qui a remporté 2-1 le derby contre Lyon grâce à un doublé de l'attaquant belge Lucas Tassin. Les Verts, grâce à ce succès, reviennent à hauteur du Havre, le barragiste, avec 27 points. C'est la première fois que les Stéphanois s'imposent dans le derby depuis 2019. Le dernier succès des Verts remontait au 6 octobre 2019. Victoire 1-0 grâce à un but de leur attaquant Robert Beric. Côté Olympique Lyonnais, ce résultat ponctue une semaine cauchemardesque. Jeudi dernier, les joueurs de Paulo Fonseca se sont inclinés 5-4 sur la pelouse de Manchester United en quart de finale retour de la Ligue Europa. Les Lyonnais menaient pourtant 4-2 dans la prolongation. Les affiches de ces demi-finales seront donc Manchester United contre l'Athletic Club de Bilbao et le club norvégien de Bodo Glimt qui sera opposé à Tottenham. Peut-être juste petite parenthèse, petit retour quand même sur ces performances de l'Olympique Lyonnais. Alors déjà tu m'as fait Robert Beric, là tu me l'as ressorti. Le classique. Légende de ce Robert Beric. Ça te parle toi, Mathis? Je me souviens d'un but de la tête en fin de match. Je sais pas si c'était cette dernière victoire, c'était celui-là, mais je vois bien marquer un but déjà dans le chaudron à l'époque. Et ouais, semaine cata pour l'OL. Il y avait ce scénario presque parfait jusqu'à la 112e minute à Old Trafford ce jeudi soir. Et depuis, catastrophe, Tolisso qui prend un rouge, Tolisso qui se blesse, le scénario un peu rocambolesque du derby. On sait que le derby, c'est en plus pas un match comme les autres, avec tout ce que ça veut dire derrière, en termes d'honneur, d'enjeu pour les supporters, dans l'histoire. Des lendemains de l'élimination, il y a plusieurs voix, même des anciens grands noms de l'Olympique Lyonnais qui disent de toute façon Lyon a toujours la tête au derby avant autre chose. Bon bah là pour le coup... pas de bol. On en reparlera aussi des suites de ces incidents et de ce match entre Saint-Etienne et Lyon. Ça, c'était pour la Ligue Europa. Il y avait aussi un tout petit peu de Coupe d'Europe avant ça. Ouais, on va revenir sur les derniers résultats, les 2 derniers quarts de finale retour de la Ligue des Champions qui se sont joués mercredi soir. Pas d'exploit pour le Real Madrid, défait 2-1 sur sa pelouse contre Arsenal. Bukayo Saka et Gabriel Martinelli, le Brésilien, ont fait la différence du côté des Anglais, malgré l'égalisation de Vinicius. Les Anglais affronteront le Paris Saint-Germain en demi-finale. Dans l'autre rencontre, l'Inter Milan a tenu en échec le Bayern Munich, 2 buts partout à Giuseppe Meazza. Ce résultat permet aux Interistes de rejoindre Barcelone dans le dernier carré de la compétition. On parle aussi de la Ligue des Champions, mais chez les féminines cette fois. Les demi-finales se sont jouées ce week-end, les demi-finales aller. Le Barça s'est imposé 4-1 contre Chelsea. Les Barcelonaises sont les tenantes du titre. Et bonne nouvelle pour les Lyonnais. L'équipe de l'OL s'est imposée 2-1 sur la pelouse d'Arsenal et en ballottage favorable pour une qualification en finale. Les matchs retour auront lieu ce week-end. Puis ce soir, on va en parler aussi beaucoup de cette discipline, de ce sport tout au long de la soirée. On va sur les parquets de basket de l'Euroleague. Précisément, il y avait une affiche française, concernant un club français ce soir, du côté de Fenerbahçe en Turquie. Ça a été le feu. C'est ça, c'était le premier match en play-off en Euroleague pour le Paris Basket. Et malheureusement, ça s'est mal passé pour ce premier match de play-off. Les Parisiens ont perdu 83-78 sur la pelouse sur le parquet de Fenerbahçe. À moins qu'il y ait de l'herbe, peut-être il y a de l'herbe, je sais pas. Les Parisiens s'inclinent de peu pour leur première apparition dans la compétition. On rappelle le format, pour remporter une série, il faut 3 victoires. C'est pas comme en NBA où il faut remporter 4 matchs pour remporter une série. Le deuxième match aura lieu toujours à Istanbul avant le troisième match qui aura lieu à Paris. L'autre résultat du soir, c'est la victoire du Panathinaikos qui s'est imposé de peu 87-83 contre Anadolu Istanbul. Donc voilà pour les premiers résultats. Les autres matchs auront lieu demain avec notamment Monaco qui affrontera Barcelone. C'était aussi le début des playoffs de NBA ce week-end. On rappelle le format. Les playoffs NBA réunissent les 8 meilleures équipes de chaque conférence. Donc il y a la conférence Est et la conférence Ouest. L'équipe classée première à l'issue de la saison régulière affronte celle qui a terminé 8e. Le deuxième ensuite joue contre le 7e, le troisième contre le 6e et le quatrième contre le 5e. Chaque confrontation se dispute donc comme l'Euroleague sous la forme d'une série. La première équipe à remporter 4 matchs se qualifie pour le tour suivant. Et une série peut aller du coup jusqu'à 7 matchs si les deux équipes en gagnent 3 chacune. On peut donner les premiers résultats de ces séries. À l'Est, Indiana Pacers qui mène 1-0 contre Milwaukee. Les Knicks de New York qui mènent
qui mène un partout contre Détroit. Boston mène 1-0 dans sa série contre Orlando et les Cleveland Cavaliers mènent 1-0 contre Miami. À la conférence Ouest, Denver un partout contre Los Angeles Clippers. Leurs voisins, les Lakers, sont menés 1-0 contre Minnesota. Le leader de la saison régulière à l'Ouest, OKC, Oklahoma City, mène 1-0 contre Memphis. Et les Golden State Warriors de Stephen Curry mènent 1-0 contre les Houston Rockets. Il y a un résultat qui te fait un peu tilter, Mathis, pour ces premiers matchs? Il y en a deux. D'abord, OKC, premier de la saison régulière, mais qui met une fessée monumentale à Memphis lors du match 1, plus de 50 points d'écart. Je crois que ça doit être dans le top 5 des écarts de toute l'histoire de l'NBA dans un match de play-off, avec la domination qu'on attendait, mais à ce point-là, c'était vraiment impressionnant. Et il y a les Pistons, Détroit, qui est quand même allé prendre un match la nuit dernière là, sur le parquet du Madison Square Garden à New York, qui gagne son premier match de play-off depuis vraiment assez longtemps. Leur dernière apparition, c'était avant les années 2010. Ils reviennent d'une saison très galère où ils avaient fini dans les dernières places de la saison régulière pendant plusieurs années. Là, ils récupèrent un spot en play-off. Ils vont gagner pour récupérer l'avantage du terrain avant de revenir chez eux. Pourquoi pas l'exploit de ce premier tour, ça peut être pour Détroit. En tout cas, ouais, j'aime bien avec le jeune Cade Cunningham, ça promet. Elle est pas volée du tout en plus cette victoire des Pistons. Ils ont vraiment dominé sur 3/4 du match. En tout cas, on a l'impression c'est Knicks. On attaque avec un petit volet de rugby. On est toujours dans les sports collectifs. On reste dans la thématique. Là, il y a de la pelouse. Là, tu peux en parler, Guillaume. Il y a de l'herbe. On peut y aller. Ouais, ce week-end avait lieu la 21e journée du top 14 après 2 week-ends de Coupe d'Europe et Bordeaux-Bègles s'est imposé sur le finish sur la pelouse de Pau grâce à un essai en fin de match, un contre de plus de presque 100 mètres de l'international français Biel Biarré. La Rochelle qui renoue avec le succès sur sa pelouse 29-28 contre Bayonne. C'est le premier succès des Rochelais depuis le 4 janvier. Dans les chocs de ce week-end, Toulon s'impose 31-24 contre Clermont. Et un petit mot sur le classique du top 14, Stade Français contre Toulouse. Le match a été remporté par les Toulousains 21-27. Les Toulousains sont leaders du top 14 avec 5 points d'avance sur Bordeaux. On parle aussi du tournoi des 6 nations féminins qui va se clôturer ce week-end. Les Français se sont imposés difficilement en Italie pour la 4e journée du tournoi, 34-21. Ça fait donc 4 victoires en 4 matchs pour les Bleus, qui s'offrent du coup une finale contre l'Angleterre samedi à Twickenham. Les Anglaises ont également remporté tous leurs matchs dans ce tournoi et elles pourraient réaliser le Grand Chelem pour la 7e édition consécutive. D'où ma question, est-ce que vous voyez les Françaises réaliser l'exploit samedi? Ouais, bon. Objectivement ou... Elles seront pas favorites, ça c'est sûr. Tu l'as rappelé. C'est bien. Après, c'est bien la définition d'un exploit, en général. Ouais, voilà. Non, mais c'est aussi là qu'on peut les attendre. C'était le scénario idéal, rêvé. Jusque là, faire le plein et puis aller justement, pourquoi pas créer cet exploit. Si on me demande mon avis, moi je pense pas qu'elles le feront. Mais justement, toutes les conditions sont quand même réunies pour être là et mettre fin à cette folle série des Anglaises. Les Françaises sont la dernière équipe hors l'Angleterre à avoir gagné le tournoi. C'était en 2018. Depuis, c'est que des victoires de l'Angleterre et sur les donc pas 2019, depuis 2020, à chaque fois la France finit deuxième du tournoi Destination derrière les Anglaises. Donc ça se joue toujours à ce match-là, ce crunch. Ouais, oui, parce qu'on peut se dire, on pourrait se dire jamais 405, jamais 708, mais tu peux te dire aussi toute bonne série a une fin et on y croit quoi. Puis il y a une revanche à prendre après les messieurs. Il y a un mois de ça où on perd un point chez eux, même si on gagne le tournoi finalement. Mais la seule défaite, c'est quand même à Twickenham d'1 point pour le 15 de France masculin. Donc pourquoi pas en plus aller venger leurs homologues masculins. On peut faire le parallèle. Un petit mot, petite balle jaune. Il y a eu des tournois hommes et femmes ce week-end. Il y a des beaux titres qui ont été gagnés. Ouais, avec notamment le succès hier de la Lettonne Jelena Ostapenko qui a remporté l'Open de Stuttgart. La joueuse de 27 ans a dominé la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka en 2-7, 6-4, 6-1. Plus tôt dans le tournoi, elle avait également sorti la numéro 2 mondiale, la polonaise Iga Świątek. Avec ce succès, Jelena Ostapenko décroche son 9e titre sur le circuit. Chez les messieurs, l'ATP 500 de Barcelone, c'est le numéro 9 mondial Holger Rune qui a remporté le tournoi en s'imposant en finale face à Carlos Alcaraz. Victoire 7-6, 6-2. Les deux joueurs qui se connaissent depuis l'enfance ont livré une première manche accrochée avant que le Danois ne prenne l'ascendant. Alcaraz, qui était diminué par une blessure, n'a ensuite pas pu suivre le rythme. Ce titre met fin à 2 ans de disette pour Rune, dont le dernier sacre remontait au tournoi de Munich.
De son côté, Carlos Alcaraz encaisse sa première défaite de la saison sur terre battue et perd également sa deuxième place au classement ATP, qui est désormais occupé par l'Allemand Alexander Zverev, qui a remporté ce week-end le tournoi de Munich. Donc ma petite question, depuis le début de la saison sur terre battue, c'est qui le tennisman qui vous fait la meilleure impression? Et je pourrais aussi poser la question suivante, qui est selon vous le favori pour Roland Garros qui arrive très vite? On s'avance pas mal aussi. Sur le principe, normalement, sur la terre battue, celui qui avait le mieux démarré, c'était Carlos Alcaraz, qui était sur 14, qui était invaincu, depuis le début de sa saison sur terre. Bon, force est de constater que lui aussi est capable de faillir là-dessus. On parle toujours de Rafael Nadal, le comparatif. Pour Roland, par contre, attention à l'arrivée de Sinner, hein. Il a pas joué. Voilà, la vraie interrogation, c'est Sinner. Ça va être ça, voilà, savoir où est-ce qu'il se place, après ces 3 mois de suspension, mais bon, va falloir bien se méfier. Et puis attention, allez, un peu de chauvinisme. Arthur Fils, qui est quand même très intéressant ces derniers temps avec 3 quarts de finale en Masters 1000. Il a seulement perdu contre Carlos sur terre. Ouais, et on parle de Carlos comme l'un des meilleurs, donc il peut jauger les meilleurs. Et à Monte Carlo, il est tout proche, mais vraiment tout proche de le faire basculer. C'est voilà les petits détails qui lui manquent, mais sur un grand chelem, pourquoi pas? Ouais. En 5-7, enfin au meilleur des 5-7. C'est une autre histoire aussi, les grands chelems. C'est pour ça, pour ces matchs marathon. On enchaîne et on va assez rapidement finir derrière le cyclisme du 2 roues. On arrive, c'est fini les Flandriennes, c'est au revoir Paris-Roubaix, c'est derrière nous, mais il y a toujours de très belles courses. Oui, pleure pas, tu pleures en silence, j'aime beaucoup ça pour la radio. Fini les Flandriennes, pardon, on se dirige vers les Ardennaises et il y a eu de très belles courses et un très beau retour, notamment. Ouais, avec le retour de Remco Evenepoel qui a remporté du coup la flèche Brabantcon. Et puis dimanche, il y avait aussi l'Amstel Gold Race. Donc c'est une course qui a lieu aux Pays-Bas. Et c'est le coureur de la Lidl Trek, Matthias Skelmos, qui a créé la surprise en remportant la course au nez et à la barbe du champion slovène Tadej Pogačar. À 24 ans, Matthias Skelmos s'offre sa plus belle victoire sur une course d'un jour, sa 12e en carrière. Et puis aussi, petite info sur le tour qui a lieu cette semaine, le Tour des Alpes, avec la 2e étape qui a été remportée par le coureur australien Michael Storer de l'équipe Tudor Pro Cycling, qui a remporté sa victoire notamment grâce à un coup de force dans la 2e ascension de la course. Ce succès lui permet d'endosser le maillot vert de leader. Et hier, c'est l'Italien Giulio Ciccone qui a remporté la victoire. Le coureur s'est d'ailleurs vu sanctionné d'une amende de 250 francs suisses, soit l'équivalent de 270 € pour avoir jeté sa paire de lunettes en l'air sur la ligne d'arrivée. Et on finira avec de la Formule 1, ça allait très vite en Arabie Saoudite. Ouais, avec la victoire d'Oscar Piastri sur le circuit de Jeddah. Le natif de Melbourne y devance sur la ligne d'arrivée le quadruple champion du monde en titre Max Verstappen et le monégasque Charles Leclerc qui décroche le premier podium de la saison pour Ferrari. Après avoir échappé la pole position face à Verstappen pour seulement 10 millièmes de seconde, Oscar Piastri a pris un meilleur départ dimanche, forçant le Néerlandais à couper le premier virage, une manœuvre qui est pourtant le signe de fabrique de Verstappen. Le pilote Red Bull a été sanctionné d'une pénalité de 5 secondes, ce qui a offert la tête et la victoire à Piastri, qui a géré la fin du Grand Prix et devance finalement le Néerlandais de 2,8 secondes sur la ligne d'arrivée. Le pilote australien remporte donc son 3e Grand Prix en 5 courses et fait un coup double en s'emparant aussi de la tête du classement des pilotes devant son coéquipier chez McLaren, le Britannique Lando Norris. C'est une très belle performance et McLaren qui sont tous sourires pour l'instant ce début de saison. Attention à ce que ça dure. Merci Guillaume pour ce gros tour des résultats. Il est 23h20 tout pile sous mes yeux sur Radio Campus Lille 106,6. On se marque un petit temps de pause, toujours le petit moment musical. On est sur Pâques, on sort du week-end de Pâques. Je suis allé sur une thématique chocolat. Du coup... Oui, tu vois, là aussi, on déconne, on fait n'importe quoi. Chocolat de l'artiste, avec Awa Imani tout de suite. Et encore, vous n'avez pas écouté la 2e, donc là, c'est branché. De retour en direct sur Radio Campus Lille pour la suite de ce Campus Sport Club avec une musique qui est déjà dans la légende de l'artiste, voilà, qui va bientôt, a priori, se diriger vers le cinéma. Voilà, c'est une petite info que je vous distille. C'est pas du sport, mais on est toujours là pour la bonne vibe et bon moment. Il est temps de s'avancer après les résultats en ce début d'émission vers les news présentées par l'ami Matisse ce soir. Vous avez manqué les dernières infos sportives de la semaine? Pas de problème, séance de rattrapage avec les news du Campus Sport Club.
commence par le plus gros, le gros morceau. C'est plus que du sport, c'est international, c'est religieux surtout. C'est une grande partie de la population mondiale qui est un peu en deuil ces derniers temps. Absolument, vous n'êtes pas sans le savoir, le pape François, chef de l'église catholique, est mort hier matin. Jorge Mario Bergoglio, de son vrai nom, était un grand amoureux de foot et son décès a provoqué de nombreuses réactions dans le monde du sport, à commencer par son compatriote Lionel Messi, qui lui a rendu hommage sur son compte Instagram. Je cite, un pape singulier, proche, argentin, repose en paix, pape François, merci d'avoir rendu le monde meilleur, tu vas nous manquer. Thomas Bach, président sortant du comité international olympique, a lui aussi tenu à rendre hommage au souverain pontife. Nous perdons un grand ami et soutien du mouvement olympique. Son soutien à la mission de paix et de solidarité des Jeux olympiques et aux nombreuses initiatives du CIO en faveur des réfugiés a été indéfectible, a-t-il dit. Message plus sobre, mais tout aussi sincère de la part de l'ancien tennisman espagnol Rafael Nadal, qui parle d'un jour triste sur son compte X. On revient sur le foot. D'ailleurs, plusieurs matchs de Serie A ont été reportés à cause de cet incident. Eh bien oui, le Vatican, lieu de résidence du pape, est une ville-État située au cœur de Rome. Et en Italie, donc, les matchs prévus hier, lundi, le jour du décès du pape François, ont tous été reportés à mercredi, demain donc. Et on a aussi appris aujourd'hui que les matchs prévus ce samedi seraient à leur tour reportés en raison des funérailles du chef de l'église catholique qui sont prévues le même jour. Toujours en football, retour sur le derby très animé de Ligue 1 ce week-end entre Saint-Etienne et Lyon. On en a parlé, on l'a déjà dit, victoire 2-1 à l'arrivée pour les Stéphanois, mais avec quelques incidents à la 23e minute déjà. L'annulation du carton rouge de Lucas Tassin a beaucoup fait parler. Le Belge semblait avoir été logiquement exclu pour une très grosse faute sur Corentin Tolisso, qui est d'ailleurs sorti blessé, mais François Le Texier, l'arbitre de la rencontre, a inversé sa décision après avoir été appelé par la VAR. Le meilleur arbitre du monde en 2024 a fait son mea culpa après le match, reconnaissant son erreur. D'ailleurs, il ne sera pas au sifflet pour la 31e journée de Ligue 1 ce week-end. Sanction ou simple repos, aucun élément d'explication n'a été donné pour le moment. C'est pas fini pour cette rencontre. Un deuxième incident à quelques secondes de la fin de la première période, quand l'arbitre assistant Mehdi Ramouni reçoit un projectile des tribunes. Un homme de 28 ans a lancé une pièce directement sur la tête de l'arbitre de touche. Le supporter de Saint-Etienne a été placé en garde à vue et on a appris dans la soirée qu'il allait être jugé au mois d'octobre. Et la SSE risque un retrait de points. Pour le coup, ça pourrait être vraiment préjudiciable pour une équipe qui est engagée dans une course pour le maintien. Le Conseil national de l'éthique a d'ailleurs saisi les commissions de discipline, que ce soit de la LFP, la Ligue de football de professionnels, et de la FFF pour étudier plus en détail ce cas. Et pour finir sur ce dossier OL Saint-Etienne, le président lyonnais John Textor était remonté après le match. L'arbitre revient sur sa décision et l'un des cartons rouges les plus évidents est annulé. Insensé, a-t-il déclaré sur son compte Instagram. Vous, messieurs, qu'est-ce que vous retenez de ce derby un peu fou? Le contenu sur le terrain ou ce qui s'est passé autour? Déjà, ça me fait drôlement sourire la pièce et l'histoire autour du Doliprane qui s'en est suivi. Voilà, l'arbitre a pu revenir grâce à un bon Doliprane, 500 ou 1000, tout le monde s'est amusé à poser la question pour savoir. Et ça fait beaucoup écho aussi à d'anciens incidents. Tout le monde est aussi revenu sur l'incident de Dimitri Payet qui avait reçu une bouteille d'eau. C'est quand même toujours fou, je trouve, que ce soit des supporters maison qui interfèrent dans le match de leur équipe alors que leur équipe est peut-être en train de bien jouer, est peut-être en train de gagner une rencontre. Je comprends jamais trop. Je sais pas si toi, Guillaume, tu vois une explication. Est-ce que c'est autant dire les termes, c'est de la débilité, c'est de l'insouciance, c'est non, je pense l'alcoolisme peut-être qui joue aussi. Oui, forcément ça doit y jouer. Puis c'est aussi le fait d'être en groupe. Je pense que ça, l'effet d'être en groupe entre supporters, des fois tu te sens peut-être pousser des ailes. Tu fais des choses que tu ferais pas aussi quand t'es tout seul. Par l'effet de groupe, tout simplement. Tu verrais Mathis dans les tribunes d'Orchi, le match d'Orchi basket, il se maîtrise plus. Hein. Mais c'est secret ça normalement. Pardon, le micro allumé. Pardon. Oui, Guillaume. Tu mais voilà, c'est déplorable. Et puis moi je note aussi quand même la faute quand même de Lucas Tassin sur Corentin Tolisso. Enfin, je sais pas du coup si on a encore le diagnostic de la blessure de Tolisso, mais en tout cas flou, ouais. C'était assez violent et assez clair pour moi que le joueur de Saint-Etienne devait être expulsé. Donc ça interroge quand même, surtout que c'est la VAR qui a appelé l'arbitre pour qu'il se déjuge. Donc c'est assez surprenant. Il a fait son mea culpa, mais il dit je me suis trompé dans mon jugement, mais en fait véritablement il s'est pas trompé dans son jugement puisqu'il a bien jugé sur l'instant. C'est l'arbitre de la vidéo qui s'est trompé. Et c'est l'arbitre de la VAR qui l'a sollicité et il s'est déjugé. Mais c'est à ce moment-là qu'il se dit je me suis trompé, mais sur l'instant, le meilleur arbitre du monde, comme tu dis, il met le rouge là où il faut mettre le rouge tous les jours. Donc c'est ça qui est fou, c'est qu'il dit j'ai mal agi, mais en fait non, t'as super bien fait et c'est le trop de la VAR en fait, c'est cette nouvelle technologie qui est en train de plus en plus bouffer l'arbitrage du football, j'ai l'impression. Et d'ailleurs l'arbitre qui était à la VAR, Willy Delageau, c'est l'arbitre qui arbitrera ce week-end PSG Nice.
où on attendait François Le Texier, qui donc a été mis sur le côté, au repos, on sait pas trop. Voilà. En tout cas, celui qui prend sa place officiellement, c'est Willy Delageau. C'est celui qui était dans la VAR et qui l'a appelé. Donc voilà, c'est un peu un micmac. Tout se suit autour de cette rencontre. Du coup, on s'attend à voir Le Texier à la VAR? C'est pas prévu pour l'instant. Allez, on inverse. Je parlais de Dorchy, je faisais la blague. Place au basket, à présent, Mathis. Oui, on l'a dit, les playoffs d'Euroleague ont débuté ce soir. Forcément, donc, les récompenses de la saison régulière ont été annoncées. Kendrick Nunn, ancien joueur du Heat de Miami et aujourd'hui au Panathinaikos, a été élu MVP. L'arrière américain de 29 ans avait terminé meilleur marqueur de la saison avec une moyenne de 21,1 points par match. À noter la présence dans le 5 majeur de la compétition de TJ Shorts, virevoltant meneur du Paris Basketball et lui aussi auteur d'une très grande saison. Les Français Théo Malédon de l'Asvel et Evan Fournier de l'Olympiakos ont de leur côté été nommés dans le deuxième 5 majeur de la saison. Et puis enfin, n'oublions pas Nadir Rifi du Paris Basketball qui a été élu meilleur jeune de la saison régulière, devenant le premier Français à obtenir cette distinction. Je vais en dire quelque chose juste après. On n'en dira pas plus pour le moment. Après le 5... Il y a encore un débat et du basket encore à foison. Donc, moi, ça me va. Ouais. Ah bah oui. On fait exprès, on rince Mathis ce soir. Et ça continue. Après le 5 contre 5, direction le 3-3. Franck Seguela a atteint aujourd'hui le meilleur classement pour un joueur français depuis la création du circuit. Le vice-champion olympique de Paris est 3e mondial et joue avec la team Toulouse, première équipe professionnelle de France. Les trophées Laureus, chacun choisira sa prononciation, avec les résultats qui ont été annoncés, où Mondo Duplantis et Simon Biles qui ont été récompensés ce lundi à Madrid. Les deux champions olympiques, l'une en gymnastique pour rappel, l'autre au saut à la perche, ont été élus sportifs de l'année 2024. Le français Léon Marchand était en course mais s'est fait devancer par le perchiste suédois qui a battu plusieurs fois son propre record du monde. Et un autre Français était aussi annoncé parmi les prétendants, Victor Wembanyama, qui espérait remporter le titre de révélation de l'année. Sans succès, puisque c'est finalement le footballeur espagnol Lamine Yamal qui a finalement été plébiscité, on le rappelle, qui a gagné l'Euro avec sa sélection et qui a mis un superbe but contre l'équipe de France en demi-finale. Bon, elles sont logiques pour vous, ces distinctions? Est-ce qu'il y a certaines décisions qui vous chiffonnent? Qu'est-ce que vous en pensez? On voit l'accent olympique. Moi, je dis par exemple, je sais pas si tu as vu les nommés de ce trophée de sportif, notamment de l'année, Guillaume. Mais moi d'ailleurs j'ai une question pour Mathis. Laureus, ça correspond à quoi? C'est un journal? C'est une fondation. C'est une fondation, d'accord. Ouais, c'est une fondation, okay. La fondation Laureus, qui récompense depuis 2000, qui a créé cette cérémonie-là pour récompenser le sport international et les sportifs qui sont marquants. Et il y a aussi une sorte de très grand gala de charité pour reverser l'argent à la fondation qui œuvre et qui aide pour le développement de certaines infrastructures et des associations en lien avec le sport, de ce que j'ai cru comprendre. Et je lisais en tout cas que les années olympiques, c'est toujours souvent des grands noms de l'Olympiade qui sont récompensés. Je te demandais si tu as vu les nommés sportifs de l'année, mais il y a un Tadej Pogačar quand même. C'est difficile on parle de Léon Marchand, de Duplantis, mais Tadej Pogačar, il est fort dans le débat, hein. On avait déjà eu cette discussion pour nos awards, entre guillemets, nous, du CSC, où on savait pas où placer Tadej Pogačar parce que c'est pas les JO, mais c'est une saison c'est compliqué. Et puis surtout, les sportifs olympiques, on les juge sur ça, ils sont au rendez-vous, ils gagnent. Une médaille d'or olympique vaut peut-être plus qu'un titre sur une course que tu peux faire tous les ans et on va peut-être minimiser la chose, mais bon. Et voilà, Simon Biles, le retour surtout gagnant. Et pour Victor Wembanyama contre Lamine Yamal, il y avait match. Ça va. Ah, le mot révélation, moi, pour Victor Wembanyama, c'est peut-être déjà, voilà. Ça correspond mieux à Lamine Yamal, donc quelque part. C'est après, espoir que révélation. C'était sa première saison NBA, c'était sa première saison aux yeux de c'est clair. La dimension internationale, donc je trouve que révélation. Puis il y a eu les jeux aussi où pareil, il a pris une Puis il a joué, c'était ses premiers Jeux olympiques, non, ça va encore que. C'est pas une question d'âge. Voilà. Bon, attends, pardon, on avance. je te grignote du temps. Pour ce qui est de la suite de ces news, oui, un rugbyman anglais, on va parler emblématique, qui va bientôt raccrocher les crampons, on dit aussi dans le rugby, qui va prendre sa retraite. Je pense que ça passe. Il s'agit de Ben Youngs, le joueur le plus capé de l'histoire du 15 de la Rose, avec 127 sélections. C'est Leicester, son club de toujours, qui a annoncé ce mardi que le demi-mêlée de 35 ans prendrait sa retraite à la fin de saison. L'Anglais avait disputé son premier match en pro avec les Tigers déjà en février 2007. En tennis de table, Alexis Lebrun grappe d'une place au classement mondial. Voilà le Montpellierin de retour à la 9e place mondiale, son meilleur classement, et c'est d'autant plus étonnant, marrant, que ce progrès a été acquis sans jouer pour le pongiste de 21 ans qui est toujours blessé à la main droite depuis sa blessure stupide en finale des championnats de France. Souvenez-vous, il avait donné un violent coup de poing de rage sur la table après avoir perdu contre son petit frère Félix, qui lui d'ailleurs reste à la 6e place mondiale. Mine de rien, est-ce que Alexis il serait pas en train de remonter doucement mais sûrement sur son frère Félix? Bah, il a été champion d'Europe du coup devant son frère Alexis Lebrun.
Donc c'est ça, hein, je dis pas de bêtises, il a été champion d'Europe. À l'époque en simple, ouais. Ouais. Donc bah il est en train de rattraper petit à petit son frère parce qu'il était hors du top 10 l'an dernier. Et Félix lui se maintient à la 6e place, il n'arrive pas pour l'instant à passer à l'étape après le top 5 qui est compliqué avec 5 Chinois je suppose. Donc c'est. Il y a Hugo Calderano, le Brésilien là, qui est aujourd'hui qui a fait sensation là à la Coupe du Monde, qui a gagné en sortant le numéro 1 le numéro 2 et qui donc est devenu pour la première fois numéro 3. Et c'est lui d'ailleurs qui avait de mémoire sorti Alexis cet été aux Jeux Olympiques. Oui, et Félix qui l'a battu, qui avait pris la revanche pour les Lebrun pour le bronze. Exactement, ouais. voilà. La petite histoire. Donc en tout cas voilà, c'est cette petite question parce que on a l'impression qu'Alexis, on a toujours dit c'est le grand frère, il était un peu plus en retrait par rapport au potentiel et au talent fou de Félix. Quand il y a eu l'explosion de Félix, il était pas encore assez devant. Après, très sincèrement, le top 10 pour Alexis, c'est une place qui lui serait tout à fait logique. Par contre, pour les deux, atteindre le top 5, comme on l'a dit, Hugo Calderano, il est obligé de battre des numéros 1 et 2 dans le même tournoi pour prétendre à. C'est sûr qu'à un moment donné, va se poser la question de est-ce qu'ils sont pas intouchables pour nos Français? Voilà, c'est la petite question, on verra. Après, ils sont encore super jeunes, mais je ne sais pas si dans le tennis de table, si on commence à arriver sur les 25, 26, 30 ans, on est forcément plus fort que dans sa jeunesse. J'ai pas encore fait l'étude de cas. Et pour finir, on fait un peu la bouclée. On va revenir sur un décès du football et en Italie. Mais cette fois, ça concerne les Lombards, les Rossoneri. Giuseppe Farina, qui était l'ancien président de l'AC Milan entre 1982 et 1986, est décédé mardi, aujourd'hui, à l'âge de 91 ans. C'était le dernier président des Rossoneri avant l'arrivée du mythique, du légendaire Silvio Berlusconi. Et en dehors du club lombard, il avait également dirigé Padoue et Vicenza. Super, merci beaucoup Mathis pour ce tour de l'actualité, de ce que vous auriez pu manquer. Comme tu aimes à le dire, on va prendre quelques minutes, c'est juste avant la deuxième pause musicale du soir, un petit moment de débat. On en a beaucoup parlé, on va encore en parler, on va parler de basket. On voulait rebondir notamment sur la performance du soir du Paris Basket qui découvre l'Euroleague et qui a très très bien découvert l'Euroleague cette saison, on va en reparler, qui est qualifié pour les playoffs, mais aussi d'une autre équipe française qui est concernée demain en quart de finale aussi de cette Euroleague, c'est Monaco. Petit mot sur ces deux clubs français qui sont tous les deux en playoffs de l'Euroleague. C'est la première fois depuis 2001 qu'on a deux clubs français à ce stade de la compétition. Deux candidats bien différents, il faut le dire. Monaco qui confirme depuis plusieurs années, qui s'impose dans une échelle européenne comme l'une des grandes formations sur qui compter. Et Paris Basket, le petit nouveau créé en 2018, il faut toujours bien le rappeler, et qui, force est de constater, grimpe, passe les échelons, mais les passe à vitesse grand V. Qu'est-ce qu'on peut espérer de ces deux clubs-là, en tout cas à très court terme pour cette Euroleague, et peut-être on s'étendra sur saison prochaine, l'avenir, je ne sais pas. Pour vous, là, on rappelle Paris Basket qui est confronté au Fenerbahçe, qui vient de jouer le match 1 perdu, qui va devoir jouer un match 2 encore sur le terrain du Fenerbahçe avant de revenir chez lui. Aussi, il faut gagner 3 matchs pour passer. Donc, pour l'instant, Paris a déjà ce désavantage-là. Mais est-ce qu'on y croit? À très court terme, non. Enfin, en tout cas, cette année, moi, le Paris Basketball, je les vois pas aller plus loin. Après, c'est aussi ça qui est beau avec cette équipe, c'est qu'on peut jamais vraiment prévoir. Je trouve que Monaco, par exemple, est une équipe un peu plus prévisible, où ils ont peu toujours les mêmes forces, les mêmes faiblesses, où on entend toujours le coach Spanoulis dire voilà, trop d'individualité, mais quand l'équipe se met à jouer ensemble, ça marche bien. Là où Paris, c'est très souvent exceptionnel, mais quand ça tombe sur des grandes équipes en face, c'est aussi compliqué parce qu'il y a un problème à l'intérieur, s'adapter aux défis physiques notamment. Ce soir, c'était le cas. Ils ont beaucoup souffert face aux intérieurs turcs, mais c'est aussi le charme d'une nouvelle équipe avec un style de jeu tellement différent, tellement peu traditionnel, que c'est ça qui fait le sel de cette équipe et en fait l'imprévisibilité de ce collectif. Est-ce que Paris aurait les ressources quand même de déjouer, de pousser le Fenerbahçe au moins jusqu'au match 5? Pardon. J'oublie. Tu voulais pas que je réagisse, c'est ça? Non, c'est pas fait exprès. Non, mais moi je trouve que leur grande force aussi, c'est qu'ils ont rien à perdre en fait, parce que personne les attendait à ce niveau-là. C'est leur première saison, donc ils ont aucune pression. Je crois que c'est ce qu'avait dit ce week-end le directeur général ou le manager, je sais plus comment on dit, du club, qui disait que leur saison en soi est déjà réussie. Ils sont aussi qualifiés en finale de la Coupe de France. Oui. Pour les playoffs, ils sont bien partis. Donc là, c'est la seule équipe des 8 qui reste qui
qui était pas forcément prévu pour ça. C'est le plus petit budget, je crois, de ceux qui restent. Donc, ils ont pas de pression et je crois que c'est quelque chose qui leur va bien avec des joueurs jeunes et insouciants qui n'ont rien à perdre, comme Nadir Ifi, dont on va prendre quelques infos après. Après, ouais, j'ai noté d'autres trucs. Et Monaco, bah, ça fait quand même plusieurs saisons d'affilée maintenant qu'ils enchaînent les playoffs d'Euroleague, la troisième fois consécutivement. Ils ont atteint le dernier carré, je crois, il y a 2 saisons ou l'année dernière, je sais plus. Donc c'est quand même bien, ça montre la régularité du club qui vraiment s'installe parmi les meilleurs d'Europe. Monaco qui a eu la très bonne idée de finir 4e de cette Euroleague. 4e, c'est qualification directement pour les quarts de finale, mais c'est surtout l'avantage du terrain, on en parlait juste à l'instant, pour Barcelone. Monaco qui reçoit donc cette semaine 2 fois de suite Barcelone, ça va jouer. Ouais, ça va jouer pour beaucoup même. Ouais, ça va être une belle confrontation. 4 contre 5, c'est sur le papier souvent c'est la plus coriace. Voilà, on le voit en NBA, hein, ceux qui ont essayé de regarder en ce début de semaine la confrontation entre les Nuggets de Denver et les Clippers de Los Angeles, c'est exactement ça. Hein. C'est un 4 contre 5, ça se joue à rien. Ouais, c'est ça. C'est toujours super intéressant. Juste pour rectifier, désolé Guillaume, je t'ai donné une mauvaise information. Je dis que c'était 3e année. Je crois que c'est la 4e année consécutive parce que la première année, ils perdent contre l'Olympiakos au bout d'une série de folie pour leur toute première année. La 2e année, ils vont au Final Four. Et l'année dernière, ils y sont pas allés. Donc c'est ça. Il y a déjà eu 3 fois où ils y sont allés sur leur 3 années en Euroleague depuis que l'équipe a atteint ce stade de la compétition. Et donc là, cette année, c'est la 4e année où ils reviennent encore une fois en play-off. Ils ont encore l'avantage du terrain. L'année dernière, c'était le cas et ils avaient été la grosse déception justement en ayant l'avantage du terrain et en perdant contre Fenerbahçe. Donc voilà, ça va être intéressant. Il faut aller chercher ce 2e Final Four en 4 ans et attention à Barcelone. Attention à cette équipe, pas trop de bruit dans la saison, qui était longtemps, ça s'est joué avec Paris, qui était 9e, avec Munich, qui a fini 10e avec l'Étoile Rouge de Belgrade. Toutes ces équipes-là, il y avait une victoire d'écart entre le 10e et le 5e, donc à tout moment, tu perds 2 matchs de suite, tu te retrouvais hors des play-in et des playoffs. C'est balancé. Au final, ils se retrouvent 5e. Et il va falloir se méfier de cette équipe, Mirotic, Punter, il y a du Hernandez Gomez, ouais. le bourreau de l'équipe de France. Oui. Mirotic n'est plus là, mais Punter et Hernan Gomez, ouais, c'est du solide. Et puis les Espagnols, ça réussit pas souvent aux équipes françaises, même si c'est un peu mieux ces derniers temps. C'est peut-être un petit peu mieux si on devait user de la saison régulière, qui n'est pas, c'est jamais le même contexte hein, dans le basket entre une saison régulière et les playoffs. Beaucoup de coachs, de joueurs disent c'est là que la vraie saison commence. Il y a une stat, je crois que c'est sur les 7 ou les 8 derniers premiers de saison régulière n'ont pas gagné l'Euroleague. Depuis 2017, quand on prend le classement à la fin de la saison régulière, c'est pas le premier qui gagne. Bon. Donc, déjà pas de Monaco, pas de Paris. Là-dessus, c'est déjà un point de gagné. Bon courage pour l'Olympiakos qui a terminé premier. Bon courage pour l'Olympiakos. Je voulais revenir sur les performances de Paris et de Monaco lors de cette saison régulière. Par rapport à Monaco, par exemple, pour finir là-dessus, 2 défaites quand même cette saison régulière face à Barcelone. Ça joue aussi dans les têtes ou est-ce que justement peut-être Barcelone peut s'avancer un peu plus confiant qu'à l'accoutumée? Je pense que ça joue dans les têtes, mais pour moi, et c'est la même chose pour le Paris Fenerbahçe. Le premier match est décisif. Si t'arrives à domicile, envoyer un message fort, parce que on l'a dit, les playoffs c'est pas la saison régulière. Tu mènes la série. Voilà. Psychologiquement, tu prends l'avantage. Ça met dans de très bonnes conditions. T'es le chasseur. Voilà. Et 2e match, l'idéal c'est de confirmer, d'aller à Barcelone avec plus qu'un match à gagner et 2 cartouches à griller là-bas. Mettre la pression. Voilà, c'est ça. Et pour Paris, c'est l'inverse. C'est essayer d'en prendre un, le premier non, et pourquoi pas le 2e, pour revenir à Paris avec l'idée de faire un 2 sur 2. Et voilà, c'est un peu les 2 scénarios, mais c'est ce qu'on peut attendre de nos clubs français, je pense. Paris qui de son côté a quand même enregistré pour sa première saison, on le rappelle, en Euroleague. Ils ont gagné l'Eurocoupe l'an dernier, donc il y a la Coupe d'Europe bis, qui est la Ligue Europa de la Ligue pour la Ligue des Champions. Victoire quand même de prestige, notamment au Panathinaikos, à l'Olympiakos, à Monaco et à Barcelone. On en parlait, ils sont allés gagner à l'extérieur là-bas contre ces équipes-là, qui sont toutes en quart de finale et des gros calibres. Victoire à domicile aussi contre le Bayern Munich ou le Panathinaikos, le champion en titre pendant cette saison-là. Par contre, 2 courtes défaites contre le Fener. Là, c'est aussi une autre tendance. Nos clubs français ont perdu leurs 2 matchs contre les équipes qu'ils affrontent au premier tour des playoffs. Mais justement, je crois que par exemple c'était le cas, ils n'avaient pas battu le Real Madrid en saison régulière et ils les ont battus en play-in, donc on espère dans le cadre de la confrontation directe là, vraiment aussi pour Paris, c'était des très courtes défaites, hein, notamment une d'1 point, me semble-t-il. Au buzzer, ouais, gros buzzer, c'était il y a 2-3 semaines là, donc justement, mais ça fait 3 courtes défaites avec celle de ce soir de 5 points, pareil, c'est le match-up est tenu. Est-ce qu'on n'a pas peur d'avoir un 3-0 pour 3 petites défaites? C'est le risque, mais c'est aussi
à ça qu'on va les équipes jeunes, la différence d'expérience dans les moments chauds. Là, ce soir, il y a encore 2 points d'écart à 1 minute de la fin, et une dernière défense qui est mal négociée. C'est toujours sur ce genre de petites choses que ça peut faire la différence. Mais comme je l'ai dit au début, c'est aussi ça, la fougue, la folie, qui fait que cette équipe est imprévisible. Et allez, je me mouille, je vois bien aller chercher le match 2 là-bas. Revenir à Paris à 1-1, ça pourrait être vraiment une autre série, différente. Moi, je veux pronostiquer, je veux croire en Paris perd la série, mais 3-2. Voilà. Au moins un match. Ouais, voilà. Mais 3-2, moi, j'y crois. Et toi, Guillaume, t'as un petit... Ouais, en vrai, je pense que l'exploit est possible. Paris passe. Ouais, je pense que c'est rejoindre le Final Four. Ouais, je pense que c'est dernier carré. Et pour Monaco contre Barcelone, on sait pas encore ce que va donner le premier match, mais avec cet avantage du terrain, cette force qu'a la Roca Team, ouais, ça peut faire 3. Je les vois bien élever leur niveau de jeu, parce qu'on a dit cours alternatif, mais quand les gros matchs arrivent, quand ça compte, Mike James et toute l'armada de superstars, allez, je les vois 3-1, je suis d'accord avec toi. Prendre les 2 premiers matchs et aller chercher le 3 ou le 4 à Barcelone. Super. Les gars, on va se prendre quelques instants de pause, 3 petites minutes, avant d'attaquer la fin de cette émission. J'ai beaucoup parlé après. Toujours sur le chocolat, hein. T'as du chocolat. Chocolate, Choco. Le seul contrôle. J'ai bien aimé ce son, je l'ai trouvé. Donc, je vous en fais profiter. À vous aussi, auditeurs, auditrices. On se retrouve juste après pour un petit portrait basket et les immanquables. Chocolaté, c'était Chocolate, Choco de Soul Control à l'instant sur Radio Campus Lille 106,6 FM. On s'éclate en studio, là c'est la folie, c'est le feu. Tous les autres packs sont de sortie en ce mardi 22 avril. Il est temps de passer à la suite du Campus Sport Club. Petit moment sympatoche, petit moment historique, petit moment portrait, évidemment avec l'accent basket qui va avec. Un nom, un visage, une personnalité, c'est l'heure du portrait dans le Campus Sport Club. Les petits messieurs, je vous ai allumé vos petits micros si vous voulez intervenir à n'importe quel moment. Bien sûr, on peut. Oui, Mathis, on est content. On va parler ce soir d'un certain Nadir Hifi. Je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, pour ceux qui ne le connaîtraient pas tant que ça, je vais en donner quelques mots, quelques indices. On fait le focus sur l'un des plus gros cracks actuels du basket français de ces dernières années. En tout cas, enfin gros, on devrait dire plutôt petit quand il s'agit de Nadir Hifi, 22 ans, 1m84. Alors c'est ma taille, 1m84, ça paraît plutôt grand, c'est au-dessus de la moyenne, mais quand on parle de basket, 1m84 pour quasiment la totalité des gens de ce monde, c'est du petit. Et vous allez voir que ça va un peu le poursuivre, cette taille. Celui qui rêve d'un jour découvrir la NBA a depuis l'enfance été moqué et décrié aussi pour cette taille, en tout cas dans le milieu du basket. Mais cela n'a rien enlevé à son talent et sa détermination qui font de lui aujourd'hui l'un des meilleurs jeunes basketteurs au monde, au point que on l'a aussi souligné, il a été récompensé d'une distinction pour sa saison d'Euroleague, le meilleur jeune de la saison de la Coupe d'Europe. Nadir Hifi, il est alsacien, il est originaire de Strasbourg, et ça tombe bien parce que à Strasbourg, il y a un très grand club, c'est le SIG. Strasbourg, attention, j'essaie de bien le dire, Ilkirch Grafenstaden. Avec le mot petit, je suis lorrain, donc je peux me la péter. En tout cas, c'est à Strasbourg que le franco-algérien naît, grandit et prend une licence naturellement au SIG, club associatif, et commence alors l'éclate sur les parquets dès l'âge de 6 ans. Nadir, il s'entraîne beaucoup, notamment avec son père. Il commence à se forger dès son adolescence un bon petit tempérament et il vise surtout la gagne. Hein, c'est comme ça qu'on distingue aussi les champions. C'est un moteur essentiel pour réaliser son rêve de devenir basketteur de haut niveau et peut-être un jour aller en NBA. Mais déjà, il y a de premiers bâtons dans les roues pour le jeune garçon qui est plein d'envie, mais quand vient l'heure fatidique de se montrer et conquérir le cœur des clubs, on lui dit souvent stop. Jeune, on disait déjà que j'étais trop petit, trop frêle et que je n'avais pas les notes pour être accepté dans des centres de formation ou des pôles espoirs, explique le meneur dans plusieurs interviews à la SIG, donc comme on dit le club de Strasbourg. Nadir, cheveux très courts, hein. On va revoir les photos quand il était adolescent et il avait rien sur le caillou. Hein. Donc contrairement à la touffe, l'immense touffe qu'il a aujourd'hui, il passe 12 ans là-bas dans le club associatif à perfectionner son basket, prendre du plaisir quand même, mais prouver qu'il a le niveau malgré les réflexions. Alors que du côté d'Ilkirch Grafenstaden, les portes ne s'entrouvent pas, c'est le Lille Métropole Basket à côté qui fait un premier pas en lui permettant d'intégrer le centre de formation du club à 16 ans en 2018. Mais 6 mois plus tard, le voilà déjà de retour à Strasbourg. Son ancien coach en U18 au LMB, Mathieu Collet, explique cette brève expérience. Il disait: il ne s'est pas exprimé comme il aurait dû. Il y a plusieurs paramètres qui sont rentrés en compte, comme l'école où il était dissipé et le projet sportif
ou peut-être on a peut-être voulu lui faire prendre un rôle qui n'était pas le bon par rapport à ses qualités, disait l'entraîneur lillois. Mars 2019, gros coup au moral pour Nadir Riffi qui est de retour en Alsace. La mission du CIG est assez simple, c'est lui redonner confiance, lui laisser prendre du plaisir aussi au sein de l'association, alors que le centre de formation se refuse toujours à lui. Il se fait tout de même remarquer en National 3 avec l'équipe réserve, et avec du recul, ses entraîneurs et encadrants à Strasbourg même s'accordent à dépeindre la même image du petit bonhomme. C'est un petit con avec un talent immense. Voilà, on voit aussi que l'école c'est pas sa came, le sérieux en dehors du basket c'est peut-être pas ça, mais une fois qu'il est sur un terrain c'est époustouflant, au point même que son jeu était parfois trop rapide et trop bon pour ses équipiers. Est-ce qu'on le croit aujourd'hui? On voit le niveau, je pense qu'on peut les croire. Son ancien entraîneur Tommy Zaber à Strasbourg l'affirme dans un article écrit pour le média B-Basket. On n'a jamais compris à l'association pourquoi il n'a pas été pris en centre de formation chez nous. Il était au-dessus du lot techniquement, meilleur que la plupart des gamins. Mais son éclosion, Nadir Riffi ne va plus tarder. Le revoilà en 2020, un appel du pied du Nord. On n'est plus à Lille, on se déplace complètement à l'Ouest, au Portel. L'étoile sportive Saint-Michel, le SSM, lui offre une place dans son équipe Espoir, alors que l'équipe première joue en Jeep Elite, la Pro A, la Betclic Elite d'aujourd'hui. Un nouvel appel du pied du destin, même que Nadir Riffi saisit comme il se doit. Dans le championnat Espoir, le meneur sort une saison remarquable à 21 points de moyenne, de quoi lui permettre même de grappiller quelques minutes avec les pros en cette saison au Portel. Personne ne le sait vraiment alors là-bas, mais la machine est lancée. Le gamin qui habitait avec sa famille à moins de 100 mètres du hall de la Poste, qui est le bastion historique de la CIG à Strasbourg, va faire son entrée dans la cour des grands. Saison 21-22, Nadir intègre la rotation de l'effectif professionnel et joue régulièrement avec le Portel. Plus de 21 minutes de moyenne. En parallèle, il performe et domine toujours le championnat Espoir avec, je vous le rappelle, du haut de son petit mètre 84 qui fait des étincelles. Le petit, on dirait le franco-algérien, devient un grand qui devient immense même au cours de la saison 2022-2023, celle de l'explosion contre Strasbourg. Pour son retour là-bas en décembre 2022, il claque 32 points et conquit tout le basket français, un bon petit pied de nez à son ancien club. Le même mois, il en plante 26 à Monaco, faisant lui le meilleur joueur du mois de Betclic Elite à ce moment-là. Et puis en mars 2023, contre le Paris Basket, Riffi décolle la rétine de tous les observateurs, 39 points, 8 rebonds, 6 passes et 44 d'évaluation. Ça fait rêver, il n'en faut pas plus même pour que, à la capitale, ou à l'échelle du pays, mais surtout à la capitale, on se fasse à l'idée que ce petit atout d'un grand, c'est finalement Paris qui aura le dernier mot à l'intersaison 2023, au moment où il faudra conquérir le cœur d'Riffi et le recruter. Et depuis, c'est un peu le conte de fées, on l'a un peu dit, mais lui et sa nouvelle équipe surfent sur le basket français et européen depuis 2 ans. Il explose tout. Lui, là-bas, il est même sélectionné au All-Star Game du championnat élite en décembre 2023. Il est meilleur marqueur de l'histoire de ce rendez-vous avec 44 points. Là encore, il brille, le bonhomme. Vainqueur avec Paris aussi de la Leaders Cup et de l'Eurocoupe, la Coupe d'Europe bis, pour apporter les premiers trophées de l'histoire du jeune club parisien. Il est élu, lui, à titre personnel, en 5 majeurs de l'Eurocoupe et de la Betclic Elite lors de la saison 2023-2024. Une montée en puissance supersonique qui continue de faire rêver tout le monde. Pas de quoi effrayer Nadir Riffi qui lui a plutôt maintenant les pieds posés sur terre et qui veut continuer sa progression de son côté. Même si, je voulais aussi glisser, quand il était gamin, Nadir, c'est un rêve. Avant tout, c'est un jour jouer en NBA. Et le meneur compte bien réussir là-bas et y laisser son empreinte ou sa touffe de cheveux. C'est pas encore ce qu'il veut faire là-bas. À l'été 2023, il s'était inscrit d'ailleurs pour la draft 2023 où il n'avait pas été sélectionné, et il avait aussi découvert la Summer League. Il s'était entraîné là-bas pour essayer d'avoir une place au sein de l'équipe des Timberwolves de Minnesota. Mais là-bas, il n'a pas été choisi par la franchise après cette sensation, et notamment certainement aussi beaucoup lié à sa taille, même s'il l'affirme, il l'a dit, le Parisien dit avoir choqué les Américains là-bas, déjà par sa taille, mais aussi par ses dimensions et par son niveau de jeu, pour ses caractéristiques. Son vœu de NBA est toujours bien ancré en lui. Le meilleur jeune de la saison en Euroleague sait aussi se montrer adulte et patient. Je le cite, « Certains joueurs attendent leurs 29-30 ans avant de fouler les parquets de NBA. Je vais y arriver. Je n'ai pas de pression. » Et un autre objectif qui s'est fixé aussi, c'est dans ses grandes ambitions, c'est d'aller en équipe de France, en tout cas de s'y imposer, après avoir été appelé pour préparer les Jeux de Paris 2024 et jouer les qualifications pour l'Eurobasket 2025. Nadir compte bien s'imposer avec les Bleus, il le clame haut et fort, je le cite encore. « Je n'ai pas encore eu l'occasion de parler au nouveau sélectionneur Frédéric Fautou, mais compte tenu de ma progression et du niveau que j'affiche, j'estime que je dois être dans l'effectif pour l'Euro 2025. Je pense que je mérite ma place et comme tout le monde, je vais me battre pour l'obtenir. »
Alors message passé, et en attendant cet été et les décisions à venir, profitons de son niveau de jeu exceptionnel et de celle de son équipe du Paris Basket en Euroleague, car ce n'est que le début de quelque chose d'encore plus grand que le petit Tiffy. Voilà pour le petit Nadir. Pas grand chose à ajouter, hein. J'essaie de faire rapide parce que je crois que j'ai débordé l'émission de quelques minutes. Vous m'excuserez. Hein. Alors si je peux me permettre de rajouter un tout petit truc sur la Summer League. Vas-y. Quand tu dis il avait choqué, c'est aussi ça. En 2023 il a pas été retenu à la draft, mais l'été dernier en 2024 il a joué la Summer League pour se montrer encore une fois, même s'il est toujours sous contrat avec Paris, il a le droit de partir l'été pour faire la ligue de développement pour se montrer avec les joueurs récemment draftés, et il les a vraiment choqués. Il a fait du Nadir dans le texte où il a fait que scorer, et justement malgré sa petite taille où on sait que justement c'est très souvent un désavantage en NBA. C'est un frein. Et il a beaucoup scoré. Il a vraiment montré de très belles choses, et je pense que l'équipe avec laquelle il jouait, les Minnesota Timberwolves, ont retenu ce nom. On garde un œil vraiment précis sur lui, parce que même en NBA, il est capable d'aller vers le panier, comme un aimant qui l'attire vers ce panier de basket. 1m84 pour donner un peu un indice pour tous ceux qui connaissent très très bien Tony Parker. C'est 1m88. Comme Tony Parker. C'est encore dans la catégorie des petits. Ça se joue à quelques centimètres. Donc on se dit Nadir aurait quand même sa place et de quoi faire. Il y a des petits milieux qui ont fait sensation et qui font encore sensation ces dernières années. Jalen Brunson, je sais pas exactement quelle taille il fait, mais je crois qu'il est quand même un peu plus grand. Ouais, il doit être dans le mètre 90. Il doit quand même taper le 90. Mais il paraît petit à côté des immenses. C'est souvent ça, c'est la comparaison avec les autres. Ouais. Mais on frôle, mais même 5 cm pour eux là-bas, ça compte. Mais TJ Shorts, le coéquipier de Nadir Hiffi à Paris, fait 1m75. Et lui est encore plus fort, en tout cas, fait une meilleure saison que Nadir. 1m75, c'est bluffant. Troisième dans la course. Il est jamais passé par la NBA, TJ. Pas encore, j'annonce direct. Mais il y en a certains comme un Isaiah Thomas, alors pas celui des Detroit Pistons de l'époque, mais de Celtic Boston notamment, qui avait fait une saison remarquable pour un petit 1m75, 1m76. Donc c'est possible. Le plus dur encore en NBA, ça serait de rester, de s'éterniser. Mais même s'il arrive à 30 ans, qu'il fait 2 ans là-bas, il serait tout aussi heureux a priori, à dire. Voilà. Et vous direz que c'est quoi sa principale force? C'est son tir à 3 points, c'est sa pénétration, son attaque du panier? J'ai pas pu trop détailler dans ce portrait, je suis resté très sur l'humain, qui la force de résilience, et puis voilà, de se montrer même en étant au fond, d'avoir le talent qu'il faut, mais il a, c'est vrai, un set de moves, il a une attitude assez atypique, et je trouve que c'est son explosivité et le mental aussi. Et le mental. Il a une détermination dans tout ce qu'il fait. Ouais. S'il loupe un tir, il pense déjà au tir d'après. C'est vrai que comment tu l'as décrit, on ressent la confiance en lui, quoi. Et oui, et beaucoup du coup de confiance en lui. Peut-être que ça peut lui jouer défaut, mais franchement, dans ce milieu-là, on en a clairement besoin. Pour l'instant, ouais, c'est plutôt un moteur qui pousse vers l'avant. Ça marche. Bon. Allez, on va déborder quelques minutes. Il est 23h59 sur Radio Campus Lille. Je vais quand même distiller quelques petits immanquables. Est-ce que vous m'en voulez ou pas, vous, ici? Non, ça va. Faut juste pas louper le dernier métro, mais. Non, mais je rigole. On va pas s'éterniser. On va un tout petit peu tricher. On finit cette émission avec les prochains rendez-vous, tout simplement, de la semaine, avec les immanquables du Campus Sport Club. Jingle. Après hier, place à demain et prochain rendez-vous sportif de la semaine dans les immanquables. Vous n'allez jamais deviner par quel sport commencent les immanquables du Campus Sport Club du soir. Devinette. Du football, là. Non. Ah, mais t'es premier degré, tu poses vraiment la question. Ironique. Mais non. Oui, c'est du basket. Ça me va alors. Dominante basketball pour ces immanquables avec 3 compétitions à suivre avec Intérêt cette semaine. On en a un peu parlé tout au long de l'émission. Les playoffs NBA d'abord se poursuivent évidemment avec le premier tour et de nouveaux matchs dans quelques heures, dans 1 heure exactement, c'est le coup d'envoi du match 2 entre les Pacers et les Bucks à suivre sur beIN Sport 1. Dans la foulée, toujours sur beIN Sport 1, vous pourrez retrouver à 4h du matin le match entre les Lakers et les Timberwolves, justement on en parlait, de Minnesota, les Timberwolves qui ont pris le match 1 là-bas à Los Angeles. Attention à Los Angeles de ne pas perdre ce deuxième match. Et entre-temps, à 1h30 du matin, il y aura aussi possibilité de suivre le OKC, Oklahoma City Thunder contre Memphis Grizzlies, voilà pour les matchs de cette nuit, et il y en aura bien d'autres bien sûr tout au long de toutes les nuits de cette semaine pour la suite de ce premier tour des playoffs NBA. Mais demain, c'est aussi les autres quarts de finale de l'Euroleague masculine. Monaco-Barcelone, c'est à suivre à 19h sur l'application Squeak, et le soir, on aura droit à l'Olympiakos qui défie le Real Madrid à 20h30 pour le match 1 de ces séries. Jeudi, c'est le match 2 des matchs de ce soir qui ont eu lieu, donc le Paris Basket qui se retrouve à nouveau à jouer à Fenerbahçe en Turquie à 19h45 et le Panathinaikos
qui reçoit donc toujours l'Anadolu Efes à 20h30. Et vendredi, c'est le match 2, cette fois pour Monaco et l'Olympiakos contre Barcelone et le Real Madrid. Les horaires ne bougent pas là aussi, c'est 19h Monaco-Barcelone et l'Olympiakos contre le Real Madrid à 20h30. C'est toujours à suivre sur Squeak. Et enfin, pour ceux qui ne sont toujours pas rassasiés de panier, en plus du championnat de la Betclic Elite ce week-end, on aura droit au final de la Coupe de France de basket. Pas de répit pour le Paris Basket, opposé au Mans samedi à 18h15, au lendemain de la finale féminine qui aura lieu entre Charleville-Mézières et Bourges vendredi soir à 18h. Deux finales qui se tiendront à l'Accor Arena de Bercy et deux matchs à suivre samedi sur la chaîne L'Équipe. Dès 15h30, c'est la retransmission de la finale féminine, suivie dans la foulée à 18h15 du direct de ces messieurs et du Paris Basket qui peut encore gagner un nouveau titre inédit dans son histoire. On a aussi eu droit en ce début de semaine aux premières étapes cyclistes du Tour des Alpes qui se poursuit jusque vendredi. 3 étapes montagneuses à venir. D'abord dans les Alpes italiennes demain avant de rejoindre les monts autrichiens. La course est à suivre tous les jours jusque vendredi sur la chaîne L'Équipe. Prise d'antenne toujours en début d'après-midi. Après l'Amstel Gold Race, on a également démarré la semaine des Ardennaises. Place demain à la Flèche Wallonne pour 205 km et une arrivée redoutée sur le terrible mur de Huy. En Belgique, pour les abonnés Eurosport, rendez-vous sur Max dès 12h45 ou sur Eurosport 2 dès 14h30. Et pour les autres, comme moi, les petits moldus, France 3 se mettra à diffuser l'épreuve dès 14h35 en direct. On s'attend là à un nouveau duel entre Tadej Pogačar et Remco Evenepoel avec dans leur sillon, dans leur parage, Thibaut Nice et Mathias Skelmos de la Lidl Trek ou encore Julien et Philippe, Thomas Pidcock ou Tige Bennett pour les outsiders. Et puis direction le gros morceau dimanche, toujours en cyclisme pour finir avec le 4e monument de la saison, Liège-Bastogne-Liège, une 111e édition de la doyenne qui prendra son départ à 10h15 pour un final attendu aux alentours de 16h30 avec les mêmes prétendants que sur la Flèche wallonne. Donc voilà, il y a de quoi se régaler. Le grand final ardennais, c'est à suivre dès 13h35 en direct sur France 3, ou pour les affamés de cyclisme, c'est dès 12h30 sur Eurosport 2 et sa plateforme Max. Toujours pas de football. Mathis, un petit mot de balle jaune avant d'aborder les sports collectifs. Cette semaine se tiennent les ATP 1000 et WTA 1000 de Madrid. Ces dames ont lancé les festivités ce mardi avec le premier tour. Quels seront les deux finalistes à se défier sur l'ocre espagnol? Ça sera la réponse qu'on attendra le 4 mai prochain. Et pour les hommes, ça commence demain. Premier tour donc avec 5 Français en lice, dont le serveur fou Giovanni Mpetshi Pericard, le 37e mondial, opposé à l'Argentin Mariano Navone, 85e. Finale, là aussi pour ces messieurs, attendu le dimanche 4 mai. Les compétitions sont à suivre sur Eurosport pour les femmes et beIN Sport pour les hommes. Voilà pour ceux qui ont les différents abonnements. Football, on y arrive. Impossible, comme chaque semaine, de passer à côté. Et pour les amoureux du ballon rond, il y a de quoi manger. Là aussi, on a par exemple cette semaine la suite des grands championnats européens avec peut-être la semaine du titre pour Liverpool. Les Reds pourraient remporter leur 20e titre anglais et leur 2e Première Ligue après 2020 si Arsenal venait à perdre demain soir à domicile contre Crystal Palace. C'est à suivre à 21h sur Canal+. Sinon, il faudra se diriger vers ce dimanche après-midi à Anfield où Liverpool affronte Tottenham. Il faudra faire aussi bien que les Gunners dans ces cas-là, nul ou victoire. Donc, pour décrocher le titre, match à suivre sur Canal+, 17h30. Les Gunners qui jouent un match crucial dimanche en Ligue des Champions féminine. Les Anglaises croisent le fer contre Lyon au Groupama Stadium en demi-finale retour de la Coupe d'Europe. Les Lyonnaises ont pris une belle option en gagnant à Londres à l'aller 2-1. Un avantage à conserver ce week-end à 18h. Si l'OL parvient à se hisser en finale, elle connaîtra même déjà son futur adversaire puisque avant ça, à 15h, il y aura l'autre demi-finale retour entre Chelsea et Barcelone. Une confrontation dans laquelle les Espagnols partent avec 3 buts d'avance, on l'avait rappelé Guillaume, grâce à leur victoire 4-1 à domicile dimanche dernier. Les deux rencontres seront diffusées par DAZN. Samedi soir aussi, pour ce qui est du football espagnol, on a un petit classico. Je tiens à la finale de la Coupe du Roi entre Barcelone et le Real Madrid à 22h. C'est à suivre sur la chaîne L'Équipe. Peut-être la dernière chance pour Carlo Ancelotti de sauver ses fesses au Real et de Kylian Mbappé d'avoir sa rédemption auprès du public madrilène. Enfin, un petit mot de Ligue 1 pour la course à l'Europe. Avec la 31e journée, on a l'affiche du week-end en ouverture. PSG contre Nice, vendredi soir, 20h45 sur DAZN. Et on aura pour le reste des duels plutôt à distance pour les places européennes. Strasbourg qui reçoit Saint-Etienne samedi à 17h sur beIN Sport. Monaco se déplace au Havre à 19h sur DAZN. Et Lyon accueille Rennes le samedi soir, 21h05 sur DAZN. Comme le week-end passé, le LOSC et Lens sont à suivre dimanche. Lille à 15h, ça se déplace sur le terrain d'Angers. Coucou Mathis, attention. Et à 17h15 contre Auxerre pour les 100 et or, ça se passe à Bollaert. Et on terminera dimanche 20h45 par le petit choc entre Marseille et Brest à suivre sur DAZN, comme toutes les rencontres de ce dimanche. Et en conclusion de ces immanquables, et ça me permet de mettre petit outro des familles,
Non, c'est pas ça. Adrien fait n'importe quoi. Voilà, n'importe quoi. Là, il fait n'importe quoi. Voilà. En conclusion de ces immanquables, focus sur le sport féminin et je vous laisse, enfin je vous libère après cela. Du rugby le samedi à l'occasion du tournoi des 6 nations féminines pour un crunch aux aires de finale entre l'Angleterre et la France. Rendez-vous 17h45. J'espère que vous serez réveillés. J'espère aussi. Devant France 2 sur votre téléviseur pour ne pas manquer ça et pourquoi pas un exploit des Bleus qui vont remporter ce tournoi des 6 nations, on y croit. Et le lendemain, dimanche à 14h, c'est du handball féminin que je vous propose avec le quart de finale retour 100% français de Ligue des Champions entre Metz et Brest. Les Messines ont pris 3 buts d'avance à l'aller, victoire 29-26 en Bretagne. Un avantage à confirmer donc pour les Lorraines qui pourraient décrocher leur ticket pour le Final Four de la Ligue des Champions féminine. Match à suivre sur Eurosport. Et mardi prochain, avant l'émission aussi, on n'oublie pas le Paris Basket et le Paris Saint-Germain qui seront tous les deux en Coupe d'Europe. Avec encore de l'Euroleague, encore du basket, et le Paris Saint-Germain pour la Ligue des Champions face à Arsenal. Voilà messieurs. Ça s'annonce très sympa. Ah c'est chaud hein. Là c'est dans ce, alors j'ai pris du temps mais il y a tellement de choses qui se passent, c'est passionnant, on s'en délecte en cette fin de saison. Merci Guillaume, merci Mathis. Avec plaisir, merci à toi. Merci à toi. Faut que je prenne ma respiration sinon j'arrive plus à parler à cette heure-là. Merci à celles et ceux qui seraient encore avec nous à nous écouter. Je vous laisse avec les musiques de la nuit. Le Campus Sport Club revient la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous dis portez-vous bien. Bye bye tout le monde.